J'ai reçu les papiers de divorce par email alors que j'étais encore dans le désert. 13 ans de mariage se sont terminés en pièces jointes PDF. Je m'appelle Nathan, j'ai 42 ans et je suis sergent-chef au sein de la 82e Airborne. J'étais à Kandahar depuis 4 mois lorsque Becky a décidé qu'elle en avait assez d'attendre. L'objet du mail disait « Soyons adultes à ce sujet ». Le message lui-même ne faisait que 3 phrases. Elle avait déjà déposé les documents. Elle avait déjà vidé notre compte joint. Elle avait déjà emménagé avec son nouveau petit ami Jérémy dans notre maison à Spokane. J'ai lu l'email 2 fois, fermé mon ordinateur portable, pris une douche dans le box commun et me suis habillée pour mon service sans rien dire à personne. Quand je suis retournée dans ma couchette cette nuit-là, j'ai répondu par un seul mot, compris. C'était tout, pas de dispute, pas de supplication, pas de menace. Wilson, mon camarade de chambre, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Tout va bien, mon vieux ? A-t-il demandé sans lever les yeux de son livre. Oui, ai-je dit, juste quelques trucs à la maison. Il a hoché la tête, et c'était tout. Les militaires savent quand il faut laisser tomber. La vérité, c'est que je n'étais pas surpris. 6 mois avant le déploiement, les choses avaient changé, des petites choses. Becky avait arrêté de me demander comment s'était passée ma journée, avait commencé à travailler tard au cabinet dentaire où elle répondait au téléphone, et avait commencé à aller à la salle de sport 3 fois par semaine, mais sans jamais sembler transpirer. Il y avait de nouveaux vêtements, de nouveaux amis que je n'ai jamais rencontrés, de nouveaux mots de passe sur son téléphone. Je ne l'ai pas confrontée, je n'ai pas commencé à vérifier ses messages ou à la suivre. Ce n'est pas mon genre. Mais je n'étais pas aveugle non plus, alors j'ai fait quelques démarches discrètes de mon côté, rien de dramatique, juste des précautions. J'ai sécurisé des documents importants dans une unité de stockage de l'autre côté de la ville. Certificat de naissance, licence de mariage, acte de propriété de la maison avec seulement mon nom dessus, grâce au prêt VA et aux documents des avantages militaires. J'ai déplacé la montre de mon grand-père et l'argent de ma mère dans la même unité, des choses qui comptaient. J'ai également ouvert un compte séparé dans une autre banque et j'ai commencé à y verser une partie de mon salaire. Pas assez pour qu'elle le remarque, mais assez pour ne pas repartir de zéro si les choses tournaient mal. La nuit avant mon déploiement, elle m'a serré dans ses bras à l'aéroport et a dit « Reste en sécurité, d'accord ?» Ses yeux étaient secs, comme si elle disait au revoir à un collègue, et non à un mari partant à la guerre. J'aurais dû savoir alors, mais une partie de moi espérait encore que j'avais tort. Je ne l'étais pas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je m'étais préparée à ce moment, et ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que je ne commence jamais les combats, mais je les termine. J'ai rencontré Becky lors d'un barbecue chez un ami en 2010. J'étais en permission entre 2 missions, logeant chez mon pote Jason à Spokane. Elle finissait l'école d'infirmière mais a fini par travailler comme administrative dans un cabinet dentaire, moins de stress, disait-elle. Nous nous sommes mariés 8 mois plus tard. Becky disait souvent qu'elle était fière de mon service, bien qu'elle ne le comprenne pas tout à fait. Son père était directeur de banque, son frère pharmacien. Il n'y avait pas de militaire dans sa famille. Elle me demandait quand j'allais trouver un vrai travail, sans réaliser qu'après 15 ans, l'armée était ma carrière, pas juste un travail pour passer le temps. Nous avons acheté notre maison en 2014, rien de fancy, mais c'était à nous, 3 chambres, un petit jardin, un quartier tranquille. Mon nom était le seul sur l'hypothèque puisque le prêt VA était à mon nom, mais je l'ai ajouté sur l'acte de propriété parce que c'est ce que font les gens mariés, ils partagent les choses. Mon père est mort 1 an après notre mariage, crise cardiaque en déneigeant. Ma mère est décédée 3 ans plus tard, cancer du poumon, bien qu'elle n'ait jamais fumé de sa vie. Ils m'ont laissé un peu d'argent, pas une fortune, mais assez pour que Becky et moi puissions rembourser nos prêts étudiants et avoir encore un peu de côté. J'ai été déployée 4 fois pendant notre mariage, Irak 2 fois, Afghanistan 2 fois. Chaque fois que je rentrais, Becky semblait un peu plus distante, un peu plus agitée, comme si elle jouait un rôle qu'elle avait dépassé. Je n'ai pas signé pour être une femme de militaire, m'a-t-elle dit un jour après que j'ai mentionné la possibilité de me réengager pour 4 autres années. Je suis fatiguée d'être seule tout le temps. Je comprenais cela, mais l'armée était le seul endroit où je me sentais vraiment à ma place. J'étais bon dans mon travail. Les gens comptaient sur moi. En 2019, les choses ont commencé à changer, des petites choses au début. Becky s'énervait quand je l'appelais pendant ses soirées entre filles, a commencé à parler de la façon dont son amie Melissa avait divorcé de son mari et vivait maintenant sa meilleure vie, a commencé à faire des commentaires sur le fait que nous n'avions plus vraiment rien en commun. J'ai suggéré un conseil conjugal. Elle a dit que nous allions bien, que nous traversions juste une phase. Puis vinrent les nuits tardives au travail, les week-ends passés avec des amis que je n'ai jamais rencontrés, les nouveaux vêtements,
l'abonnement à la salle de sport qu'elle utilisait rarement. J'aurais dû la confronter, mais ce n'est pas comme cela que je gère les choses, jamais. Mon père m'a appris à réfléchir avant de parler, à être sûr avant d'agir. Alors j'ai observé et je me suis préparé discrètement parce que mon instinct me disait que quelque chose se préparait. Et dans cette vie, on apprend à faire confiance à son instinct. 2 semaines après avoir reçu l'email de divorce, j'étais assis à la cantine lorsque mon téléphone a vibré. Une notification de notre application bancaire, un autre retrait, 88 500. Après que tout ce qu'il restait, j'ai posé ma fourchette et ouvert l'application. Le solde de notre compte joint était descendu à 22,37 €. 22,37. Nos économies, 47 000 $ que nous avions accumulées au fil des ans, avaient disparu, complètement transférées sur un compte que je ne reconnaissais pas. Murphy, l'un des gars de mon unité, a jeté un coup d'œil. Mauvaise nouvelle. J'ai verrouillé mon téléphone. Non, juste des trucs de compte. Cette nuit-là, j'ai appelé notre banque depuis le centre téléphonique de la base. Il s'avère que Becky transférait de l'argent depuis des semaines, de petits montants au début, puis de plus gros. Les gros transferts ont commencé le lendemain de mon déploiement. J'ai raccroché et je suis resté longtemps dans le couloir, à regarder les gars rire, appeler leurs enfants, leurs femmes, leurs parents. La vie normale se déroulait tout autour de moi alors que la mienne partait en fumée. C'est alors que Wilson m'a trouvé. J'ai entendu dire d'Alvarez que tu avais l'air d'avoir vu un fantôme au dîner, a-t-il dit. Qu'est-ce qui se passe? Je ne partage pas habituellement des trucs personnels, mais Wilson m'avait sorti d'une mauvaise situation à Kandahar une fois. Je lui faisais confiance. Ma femme a vidé nos comptes et a emménagé avec son petit ami dans notre maison, ai-je dit. Elle a envoyé les papiers du divorce alors que j'étais en patrouille la semaine dernière. Wilson ne m'a pas dit le habituel « je suis désolé » ou « c'est dur » ou « tu trouveras quelqu'un de mieux ». Il a juste demandé « quel est ton plan ?» Pas sûr encore, ai-je dit. Il a hoché la tête. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. J'ai sorti mon ordinateur portable et me suis connecté à notre système de sécurité domestique, quelque chose que Becky avait probablement oublié que je pouvais accéder à distance. Les caméras montraient un camion étrange dans notre allée, un homme que je n'avais jamais vu auparavant promenant notre chien, utilisant ma tasse à café, portant mon sweatshirt des Seahawks. Et il y avait Becky, riant dans la cuisine que j'avais rénovée moi-même pendant ma dernière permission. Quelque chose a changé en moi, pas de la colère, exactement, quelque chose de plus froid, de plus clair. J'ai fermé l'ordinateur portable et sorti mon téléphone, fait une liste, appelé James, mon pote de l'armée devenu avocat, vérifié les conditions du prêt VA, contacter le sergent-major au sujet d'une permission d'urgence, revoir les documents de refinancement de la maison, quelque chose que Becky avait mentionné en passant l'année dernière, vérifier la sécurité de mes comptes de pension militaire. Je ne me sentais plus triste. Je ne me sentais même plus en colère. Je me sentais concentré, comme si je planifiais une mission. Ce n'était plus une question d'émotion maintenant. C'était une question de stratégie. À 5 heures, avant le début de mon service, j'ai envoyé un email à James avec comme objet « Besoin d'aide juridique discret et urgent ». Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. « Appelle-moi à ligne sécurisée uniquement ». Quand j'ai raccroché après cet appel, je savais exactement ce que je devais faire. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de menacer. Je n'avais même pas besoin de la confronter. Je devais juste attendre et observer, et laisser ses propres actions devenir le piège. 2 mois plus tard, j'étais de retour sur le sol américain. Je n'ai pas dit à Becky que je rentrais à la maison. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé de SMS. Je me suis simplement enregistré dans un motel du centre-ville de Spokane sous un autre nom et j'ai contacté James. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner à 10 miles de la ville. « Tu as l'air mal en point », a-t-il dit en glissant dans la banquette. « Je me sens mal aussi », ai-je répondu. James m'a tendu un dossier. Tout ce dont nous avons discuté, l'acte de propriété de la maison, les documents de prêt, les relevés bancaires et ceci. Il a sorti une feuille séparée. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant en fouillant dans tes finances. C'est une demande de refinancement avec ta signature dessus, sauf que ce n'est pas ta signature, pas tout à fait. Quelqu'un a essayé de la copier mais a manqué des détails. L'initiale du milieu est fausse et le motif du trait n'est pas le tien. Becky a fait ça? Ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. James a hoché la tête. Il y a 3 mois. Elle a utilisé les fonds propres pour retirer 330 000 $. Ta signature est requise pour cela puisque le prêt VA est à ton nom seulement. Falsifier ta signature,
contracter un prêt sur notre maison, puis vider nos comptes et divorcer de moi. J'ai pris une profonde inspiration. Une femme occupée. Ça devient encore mieux, a dit James. Elle a inscrit son petit ami comme co-emprunteur. Il a un casier judiciaire, 2 conduites en état d'ivresse et une accusation de fraude de 2019. Quelles sont mes options, ai-je demandé. Plusieurs, a dit James. Mais d'abord, tu dois décider de ce que tu veux. J'y ai réfléchi. Je veux ce qui m'appartient légalement et je veux qu'elle comprenne les conséquences. James a souri. Alors voici ce que nous allons faire. Le lendemain, je suis passé devant notre maison. Le camion de son petit ami était parti, mais la voiture de Becky était dans l'allée. Je me suis garé plus bas dans la rue et j'ai observé un moment. J'ai pensé à frapper à la porte, à la confronter, mais ce n'était pas le plan. Au lieu de cela, je me suis rendu à la banque, j'ai rencontré le responsable de prêt qui avait traité le refinancement, je lui ai montré ma carte militaire, je lui ai montré la vraie signature sur mon permis de conduire, je lui ai montré les documents falsifiés. Son visage est devenu pâle. Je dois signaler cela immédiatement. Je comprends, ai-je dit. J'ai déjà déposé une plainte à la police. Cette nuit-là, j'ai reçu un SMS de Becky. À qui as-tu parlé à la banque? Jérémy a dit que quelqu'un posait des questions. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, je me suis rendu au bureau du greffier du comté. J'ai déposé des documents contestant le refinancement pour fraude. J'ai enregistré un avis formel selon lequel aucun changement ne pouvait être apporté à la propriété sans ma présence. 2 jours plus tard, Becky a appelé. J'ai laissé le message vocal. Nathan, nous devons parler. La banque a appelé au sujet de la maison. Que fais-tu? Si c'est à propos du divorce, nous pouvons en discuter comme des adultes. Comme des adultes, les mêmes mots que dans son email. Je n'ai toujours pas répondu. James a appelé cet après-midi-là. Ils ont gelé l'argent du refinancement. Et il y a plus. Le petit ami de ta femme conduisait ton camion, celui à ton nom. Ouais, il s'est fait arrêter ce matin pour conduite avec un permis suspendu à cause de ses DUIs. Ils ont mis le véhicule en fourrière. Bien, ai-je dit. Il avait aussi des choses intéressantes dans le camion, des blocs d'ordonnance du cabinet dentaire où Becky travaille. Il n'était pas vierge. J'ai fermé les yeux. Elle volait des blocs d'ordonnance. On dirait bien. La police enquête. J'ai raccroché et me suis assis sur le bord du lit du motel. Cela devenait plus gros que je ne l'avais prévu. Une partie de moi voulait appeler Becky, la prévenir de vieilles habitudes. Mais puis je me suis souvenu des images des caméras de sécurité. Ma maison, mon chien, ma vie donnée comme si cela ne signifiait rien. Non, c'était le chemin maintenant. Je ne pouvais pas faire marche arrière, et honnêtement, je ne le voulais pas. J'ai rencontré l'enquêteur en fraude bancaire le lendemain matin. Il s'appelait Thompson, un petit homme aux yeux fatigués et à la cravate tachée de café. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez, a-t-il dit en étalant des documents sur son bureau. Un conjoint est déployé, l'autre conjoint voit une opportunité. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Nous avons gelé les fonds du refinancement frauduleux, mais il y a un problème. Une partie de l'argent a déjà disparu. Combien? Environ la moitié, 14 600 $. Je me suis penché en avant. Où est-il allé? Thompson a hésité. Je ne suis pas censé partager cette information. C'est ma maison, mon nom a été falsifié, mon argent a été volé. Il a hoché lentement la tête, puis a tourné son écran d'ordinateur vers moi. Voici les transferts sortant du compte de refinancement. J'ai parcouru la liste, plusieurs transferts à quelqu'un nommé Daniel Spencer, pas Jérémy, quelqu'un d'autre que je n'avais jamais entendu. Qui est Daniel Spencer? Ai-je demandé. Thompson a haussé les épaules. Ce n'est pas mon département, mais tu devrais demander à ton avocat de faire une assignation pour ces enregistrements. J'ai appelé James dès que j'ai quitté la banque. Daniel Spencer, a-t-il répété. Laisse-moi faire une vérification. 1 heure plus tard, il a rappelé. Je l'ai. Daniel Spencer est un agent immobilier, spécialisé dans les ventes rapides, les transactions en espèces. Elle prévoyait de vendre notre maison. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. On dirait bien. Les dépôts étaient probablement un acompte pour le faire avancer sur une inscription. Mais voici où ça devient intéressant. Spencer a fait des affaires avec Jérémy Ryan auparavant. Jérémy Ryan, est-ce le petit ami de ma femme? Oui.
Ils ont conclu 3 affaires ensemble au cours des 2 dernières années. Je me suis assis sur un banc du parc, essayant de comprendre tout cela. Donc ce n'était pas juste Becky qui me quittait pour un type. C'était quoi une opération planifiée? Peut-être, a dit James avec prudence. J'ai fait quelques recherches sur Jeremy Ryan. Il a un schéma, il se lie avec des femmes en instance de divorce ou avec des conjoints déployés. 3 cas que j'ai trouvés jusqu'à présent. Chaque fois, la maison de la femme est vendue bien en dessous de sa valeur marchande à l'un des clients de Spencer. Ryan obtient une part, puis il passe à autre chose. Et Becky, elle était au courant de cela. Difficile à dire. Peut-être qu'elle est aussi une victime, ou peut-être qu'elle est impliquée. J'ai frotté mon visage. Ce n'était plus seulement Becky qui me trahissait. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose de calculé, et d'autres familles militaires avaient été victimes. Que faisons-nous? Ai-je demandé. J'ai déjà contacté la division des crimes financiers du FBI, a dit James. Cela traverse les frontières des États, implique du personnel militaire et des prévéas. Ils sont intéressés. Cette nuit-là, je suis resté dans ma chambre de motel avec une bière, réfléchissant à tout cela, me demandant si Becky m'avait joué pendant tout notre mariage ou si elle s'était laissée entraîner dans le stratagème de Jeremy, me demandant si cela avait encore de l'importance. Mon téléphone a vibré encore Becky. Nathan, s'il te plaît, appelle-moi. La banque dit quelque chose à propos de fraude, et Jérémy s'est fait arrêter pour avoir conduit ton camion. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai fixé le message pendant longtemps, puis j'ai tapé « Qui est Daniel Spencer ?» 3 points sont apparus alors qu'elle commençait à taper, puis s'est arrêtée, a recommencé, s'est arrêtée à nouveau. Finalement, je ne sais pas de quoi tu parles. 14 600, ai-je écrit. Multiples transferts. Mise en vente de la maison. Aucune réponse pendant 10 minutes, puis, ce n'est pas ce que tu penses. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, James a appelé. Le FBI veut te rencontrer. Ils enquêtent sur Ryan et Spencer depuis des mois. Tu n'es pas le premier, mais tu pourrais être le cas qui fait tout éclater. Pour la première fois depuis que j'avais reçu cet email de divorce, j'ai ressenti quelque chose proche de la satisfaction, non pas parce que mon mariage était terminé, mais parce que la vérité était enfin révélée. J'ai rencontré les agents du FBI à leur bureau de terrain à Spokane, l'agent Patel et l'agent Donovan. Ils ont enregistré ma déclaration, pris des copies de tous les documents que James et moi avions rassemblés. Votre cas aide à établir un schéma, a expliqué l'agent Patel. Montre l'intention, l'organisation. En fait une conspiration plutôt que des incidents isolés. Et Becky? Ai-je demandé ma femme, ex-femme. Les agents ont échangé des regards. Nous déterminons toujours son niveau d'implication, a dit Donovan avec prudence. A-t-elle jamais mentionné des difficultés financières, une pression pour vendre la maison? J'ai réfléchi. Elle disait toujours que nous étions pauvres propriétaires, que nous devions réduire nos dépenses. Je ne voyais pas la nécessité. Nos paiements hypothécaires étaient gérables avec mon salaire. Patel a pris une note. Quand cela a-t-il commencé? Il y a environ 6 mois, à peu près au moment où elle a dû rencontrer Jérémy. Et le refinancement? A demandé Donovan. Je n'en ai jamais discuté avec moi. Elle a falsifié ma signature pendant que j'étais déployé. Ils ont posé plus de questions, pris plus de notes. Quand nous avons terminé, Patel m'a tendu sa carte. Nous resterons en contact. En attendant, ne confronte pas ta femme ou Ryan. Nous devons construire ce dossier avec soin. J'ai hoché la tête. Compris. Ce soir-là, je suis retourné dans notre quartier, me suis garé plus bas dans la rue devant notre maison. Le camion de Jérémy était de retour, il devait l'avoir sorti de la fourrière. La voiture de Becky était partie. Mon téléphone a vibré, un SMS de Becky. Nous devons parler en personne. Retrouve-moi au Riverfront Park demain. J'ai montré le SMS à James pendant le petit déjeuner le lendemain. N'y va pas, m'a-t-il conseillé. Rien de bon ne peut sortir du fait de lui parler maintenant. Je n'irai pas, ai-je dit. Mais je veux savoir ce qu'elle fait aujourd'hui pendant qu'elle pense que je la rencontre. Nous nous sommes rendus à notre maison à 9h30, nous nous sommes garés de l'autre côté de la rue. À 9h45, Becky est sortie, est montée dans sa voiture et est partie en direction du Riverfront Park. Et maintenant? A demandé James. Maintenant, nous attendons, ai-je dit. 20 minutes plus tard,
Une voiture s'est arrêtée, un logo d'agent immobilier sur la porte, Daniel Spencer. Jérémy est sorti pour l'accueillir. Ils ont parlé dans l'allée, puis sont entrés. Devons-nous les suivre? A demandé James. J'ai secoué la tête. Pas besoin. J'ai installé des caméras de sécurité l'année dernière, à l'intérieur et à l'extérieur. Elles téléchargent sur le stockage cloud. James a souri. Tu ne m'en avais pas parlé avant. Cela n'est jamais venu, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai ouvert l'application de sécurité et incliné l'écran pour que James puisse voir. Spencer et Jérémy étaient dans notre salon. Spencer prenait des photos. Jérémy pointait les caractéristiques de la maison. J'ai augmenté le volume. Devrait être mis en vente d'ici la fin de la semaine, disait Spencer. J'ai déjà un acheteur intéressé, offre en espèces, comme d'habitude. Combien? A demandé Jérémy. 420. Nous le mettons à 470, ils offrent 420. Tout le monde est content. Et le mari? Becky dit qu'il cause des problèmes. Spencer a balayé d'un geste négligent. Les mecs de l'armée sont tous les mêmes. Ils font du bruit, mais ils ont des déploiements, des responsabilités. Il prendra un règlement pour que cela disparaisse. Je me suis tourné vers James. Tu captes ça? Il enregistrait déjà le flux sur son téléphone, chaque mot. J'ai transmis l'accès au flux de sécurité à l'agent Patel avec un court message. Cela se passe maintenant. 30 minutes plus tard, notre maison était entourée de véhicules du FBI. J'ai regardé depuis le bas de la rue alors que les agents emmenaient Spencer et Jérémy menottés. Mon téléphone a sonné, l'agent Patel. Nous les avons eus sur bande en train de discuter du stratagème de fraude, a-t-elle dit. Plus conspiration, fraude électronique et tentative de vente de propriétés sous de fausses prétentions. Nous allons avoir besoin d'une déclaration formelle de ta part. Bien sûr, ai-je dit. Eta Brigg, ta femme vient d'arriver sur les lieux. Elle est bouleversée. J'ai regardé au bas de la rue. Becky était debout sur notre pelouse, les mains sur la bouche, regardant les agents du FBI sortir des boîtes de documents de notre maison. Que va-t-il lui arriver? Ai-je demandé. Cela dépend, a dit Patel, de ce qu'elle savait et de ce que tu veux. J'ai regardé Becky pendant un long moment, 13 ans de mariage, de bonnes années au début avant que cela ne devienne ce que c'était. Je veux juste ce qui est juste, ai-je dit finalement. L'affaire fédérale a avancé rapidement. Jérémy et Spencer ont tous deux plaidé coupables, s'incriminant mutuellement ainsi que plusieurs autres complices dans ce qui s'est avéré être une opération à travers 3 États ciblant des familles militaires. Becky a maintenu qu'elle ne savait rien du schéma plus large, disant que Jérémy l'avait convaincue que je cachais de l'argent, prévoyant de la laisser sans rien. Elle a dit que le refinancement était son idée et qu'elle avait simplement suivi. Peut-être que c'était vrai, peut-être que non. Dans tous les cas, elle a accepté un règlement, restitution complète des fonds volés, renonciation à toute réclamation sur la maison ou ma pension militaire, une confession signée sur la falsification. En échange, je n'ai pas porté plainte. Le divorce a été finalisé 6 mois après cet email de Kandahar sans faute, une séparation nette, tout bien considéré. Le jour où les derniers documents ont été signés, j'ai reçu un appel de l'agent Patel. Jérémy Ryan a été condamné aujourd'hui à 8 ans de prison pour fraude, conspiration et vol d'identité. Spencer a écopé de 12 ans. Je pensais que tu voudrais le savoir. Merci, ai-je dit. Il y a autre chose, a-t-elle ajouté. Nous avons trouvé des preuves qu'ils ont fait cela à 11 autres familles militaires. Ton cas nous a aidés à établir le schéma. Ces familles pourraient récupérer leur argent grâce à toi. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le porche de mon appartement en location, regardant le coucher de soleil, pensant à ces autres familles d'autres hommes déployés pensant que leur foyer et leur mariage étaient en sécurité, pour ne rentrer que dans le vide. Je n'avais pas prévu d'être celui qui ferait tomber l'opération de Jérémy et Spencer. Je voulais juste ce qui m'appartenait. Mais parfois, les choses se passent de manière que l'on ne prévoit pas. Mon téléphone a vibré, un SMS de Becky. Je n'ai jamais voulu que les choses se terminent ainsi. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. 1 an plus tard, j'ai vendu la maison. Je ne supportais plus d'y vivre, trop de souvenirs, trop de trahison dans ces murs. J'ai utilisé l'argent pour acheter un petit chalet à l'extérieur de Missoula, Montana, 2 chambres, 10 acres de terre, un ruisseau derrière, pas de voisins à des kilomètres à la ronde. J'ai pris une retraite anticipée de l'armée. 20 ans, c'était assez, j'en avais assez donné.
J'ai eu un chien, un berger allemand nommé Scout. J'ai commencé à faire des travaux de menuiserie pour les locaux. Rien de fancy, mais cela m'occupait les mains et payait les factures. Ma pension militaire couvrait le reste. Parfois, je pensais à Becky, me demandais où elle avait atterri. James a entendu dire qu'elle était retournée dans sa ville natale en Oregon, travaillant dans un autre cabinet dentaire, recommençant, je suppose. Je ne la détestais plus. Je ne ressentais plus grand-chose pour elle, pour être honnête. Elle avait fait ses choix, et moi les miens. Un soir, j'ai reçu une lettre d'une femme de Fort Worth. Son mari était dans la marine, déployé lorsque Jeremy et Spencer ont essayé de leur faire le coup. Le FBI lui avait donné mon nom dans le cadre de l'affaire. « Vous ne me connaissez pas », a-t-elle écrit, « mais vous avez sauvé notre maison. Merci d'avoir combattu alors qu'il aurait été plus facile de simplement partir. » Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai épinglé sur mon réfrigérateur. Certains jours, quand le silence devenait trop fort ou les souvenirs trop vifs, je regardais cette lettre et me souvenais que quelque chose de bien était sorti de tout cela. La dernière fois que j'ai entendu parler de Jérémie, il était toujours en prison, Spencer aussi. Le système a fonctionné, pour une fois. Quant à moi, j'avançais un jour tranquille à la fois, construisant quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne pouvait pas être volé, falsifié ou trahi, quelque chose qui était juste à moi.